Il y a quelques années de cela, un ami français installé au Chili m'expliquait qu'une de ses connaissances avant-guerre avait calculé une destination sûre pour échapper autant que faire se peut au conflit. Et donc le fruit de sa réflexion a fait qu'il s'est retrouvé à Guadalcanal. Évidemment, il ne pouvait pas prévoir à l'avance l'entrée des Japonais dans le conflit. Donc ceci pour illustrer la difficulté qu'il y a d'établir des prévisions sûres à partir de situations qui sont par définition mouvantes, instables et qui peuvent changer très très rapidement. Il faut sortir de sa routine, je pense. Certains ont fait des BAD, des bases autonomes durables. Donc ça correspond à une fermette avec en plus des moyens de protection contre les pillards. Si leur BAD est en zone à forte densité, la base autonome durable, à mon avis, ça devient un garde-manger à ciel ouvert qui sera un objet de convoitise pour tous les pillards potentiels. Alors évidemment, on va me dire, ouais, j'ai une AR-15, je suis prêt à me défendre, je sais tirer, etc. D'accord. Est-ce que vous êtes capable de flinguer 2 ou 3 pillards pour sauver 1 kilo de pommes de terre? Oui, parce que vous n'aurez pas le choix. Mais si vous vous êtes organisé, si vous avez créé votre base pour survivre et même vivre bien, il faut bien être conscient du fait que les pillards vont aussi s'organiser. Et la situation va devenir intenable. Ils seront beaucoup plus nombreux, ils seront équipés et ils auront faim. Donc, à mon avis, il faut faire un bilan personnel de quelles sont vos compétences, qu'est-ce que vous savez faire, combien de langues vous parlez, vous êtes capable de vous débrouiller dans quel milieu naturel. Personnellement, je parle 3 langues, le français, anglais, espagnol, j'en comprends plus ou moins 2 ou 3 de plus. Je sais faire un jardin, je suis un bon chasseur, je suis un bon tireur, je connais bien la forêt amazonienne. À partir de là, si vous choisissez une destination, ça peut être à l'étranger, ça peut être... Cette destination, elle dépendra de plusieurs facteurs. Évidemment, de ce qu'elle offre en termes de possibilités pour pouvoir s'alimenter, être autonome en énergie, etc., dans un projet que vous voulez développer. Ça dépend aussi et surtout de vos capacités personnelles. Donc, je vous invite à faire un bilan honnête. Évidemment, si tout ce que vous savez faire, c'est pianoter sur votre téléphone portable, ça risque d'être très difficile pour vous. Et vous rejoindrez certainement le camp des pillards, avec tous les risques que ça comporte. Mais vous avez une autre solution, c'est d'entamer une formation. Vous pouvez faire du woofing, c'est-à-dire aller chez des agriculteurs, travailler bénévolement à 50% du temps, et eux, ils vont vous assurer une formation. Ça vous coûtera un peu de travail, rien. Voilà. Donc l'essentiel, c'est quand même la formation, la connaissance. La question principale, essentielle, c'est où. Et comme je vous le disais précédemment, ça dépend. La destination dépend en grande partie de vous, de vos capacités, de vos aptitudes. Voilà. J'ai essayé, dans mon livre « Où survivre à l'effondrement », de définir quelques destinations que je juge sécuritaires, avec les variables d'ajustement, évidemment. Personne ne peut garantir que dans quelques années, la situation politique dans tel ou tel pays n'aura pas basculé. Rassurez-vous, en France, ça va basculer, et rapidement. Ça sera soit une guerre civile, soit une guerre de libération nationale, ou les deux mélangés. La guerre de tous contre tous. C'est ce que décrit très bien Laurent Oberton dans son ouvrage intitulé « Guérilla ». Tout allait bien. La vie était à peu près belle, les salaires tombaient régulièrement, même s'ils regrettaient leur faiblesse. Et puis,
Un petit président talonnette s'est assis sur un référendum en 2005. Un peu plus tard, la justice s'est rendue complice de l'exécutif, du judiciaire. Les gilets jaunes sont apparus dans les rues. La police a traité le problème au flashball, au tir de LBD, au gaz lacrymogène. Ensuite est venu se greffer le problème des retraites. Et c'est pas fini. Voilà. Donc le pays des droits de l'homme a plus ou moins basculé dans une sorte de dictature qui n'ose pas dire son nom. Ça ne va pas aller en s'améliorant, rassurez-vous. Ce genre de situation ne peut finir que par un soulèvement armé. On le regrette, mais je ne vois pas d'autre solution. En tout cas, c'est au niveau mondial que les problèmes apparaissent. Des affrontements à droite à gauche pour des raisons diverses. Beaucoup de voyants sont au rouge. L'épuisement des énergies fossiles, la déforestation, des incendies gigantesques, la surpêche, la pollution, l'empoisonnement des sols. Ça, c'est vraiment dramatique parce que les agriculteurs ne cultivent plus, ils essayent de maintenir un sol vivant. Là-dessus est venue s'ajouter la monoculture. Maintenant, il y a de grandes étendues d'une seule espèce végétale. Les gens se sont spécialisés, un dans le blé, l'autre dans le maïs, un autre dans le soja, d'autres dans l'élevage de bovins, de porcins. Je me rappelle, au Canada, j'avais été surpris de voir des agriculteurs, des éleveurs, qui disposaient de plusieurs centaines de têtes de bétail. Mais aucun n'avait un élevage familial de poulets, de lapins, pour assurer un apport en protéines. Ça m'avait vraiment surpris. Avec mon épouse, on avait acheté des poussins. Quand les poussins sont arrivés, j'ai dit, ceux-là, ils sortent tout droit chez un serial killer, un fast-food. Les poussins en question, ils ne tenaient pas sur leurs pattes, ils se tenaient sur le cul. Ils étaient gras. Et donc, avant de les faire grossir, on a dû leur faire subir un régime minceur. Ça m'a affolé. Ce qui m'a affolé aussi, c'est la perte de contact des gens avec le milieu naturel. Je me souviens du regard émerveillé d'une gamine de 10-12 ans qui était venue chez nous. Et ma femme l'avait accompagnée au poulailler, elle l'avait fait ramasser les œufs, je me souviens, dans un petit panier blanc. Cette gamine était émerveillée parce que jusqu'ici, elle croyait que les œufs étaient produits par des machines. Voilà, on en est là. Beaucoup de nos jeunes, maintenant, à part gratter sur leur smartphone, en situation de crise, ils savent faire quoi? Nous aussi, nous avons été spécialisés. On a un travail qui concerne un secteur d'activité bien précis. Nous avons perdu en polyvalence. Nous avons perdu en contact avec la nature. J'ai la chance énorme d'être issu d'un milieu rural, d'une zone de polyculture en Limousin. Je me souviens, sur la ferme de mes parents, on avait nos cochons, nos lapins, nos poules, nos canards, nos oies, nos dindons. On avait même des étangs qui nous approvisionnaient en poissons. On tuait tout ça. On avait le droit de tuer à l'époque des animaux. Maintenant, c'est fini. Au Québec où j'étais, la quantité de poussins qu'on peut acheter, c'est limité. Les factures, si ça dépasse le quota autorisé, vous risquez d'avoir un contrôle.
Donc on avait contourné cette réglementation débile en achetant une couveuse. Voilà. Enfin, tout ça pour dire que l'espace de liberté se réduit comme peau de chagrin, et ce qui est grave, c'est que c'était un espace de liberté qui nous assurait une certaine autonomie. Et voilà, qui dit autonomie, dit perte pour le système. Parce qu'on n'achète plus, on est autonome, on produit nous-mêmes pour notre consommation personnelle. Donc, ça fait perdre du pognon au système. On ne peut pas assurer un développement infini dans un espace qui, par définition, est fini. Donc, tôt ou tard, ça va finir par coincer, il ne faut pas rêver. Je voudrais être optimiste, mais malheureusement, la situation ne s'y prête pas. J'espère me tromper. Ce que je vais annoncer ne plaira peut-être pas à tout le monde. Mais bon, un pessimiste, c'est un optimiste qui a de l'expérience. De l'expérience, on a pas mal voyagé, je peux me flatter d'avoir vu peut-être plus de choses que beaucoup, d'avoir appris, parce que les différents endroits où nous avons vécu, nous sommes restés suffisamment longtemps pour nous pénétrer des coutumes locales, du savoir-faire. On a appris pas mal de choses. Personnellement, comme je le disais, je suis issu d'un milieu rural en Limousin, dans la région de Saint-Thierry-la-Perche, pour ceux qui connaissent. J'ai suivi une formation agricole au lycée agricole de Limoges-les-Vazés, après quoi une spécialisation forestière. Je me suis spécialisé moi aussi à l'école forestière de Mémac. Et puis après, j'ai passé le concours d'entrée à l'Office national des forêts, 13 ans de Pyrénées, près de Mont-Louis. Ensuite, 20 ans de Guyane. Là, j'ai démissionné de l'administration forestière pour monter une armurerie, qui marchait très bien d'ailleurs. Ensuite, on a vendu l'armurerie au bout de 20 ans de Guyane et nous sommes partis au Québec pour 10 ans. Le Québec, on a lâché ça. Et maintenant, nous sommes revenus en Amérique du Sud où nous passons notre retraite. Voilà. Donc, j'ai écrit pas mal de livres. J'avais été journaliste au Québec aussi. À ce jour, j'ai écrit 8 livres. Un manuel du vrai broussard, c'est un manuel technique sur la forêt amazonienne. Et mon dernier, Où survivre à l'effondrement. Parce que bon, survivre à l'effondrement, il y a tout un paquet de techniques, de bushcraft, on sait à peu près survivre, mais la première question à se poser, et celle que jusqu'ici personne n'a posée, c'est où se mettre pour survivre à peu près tranquillement. C'est ce que je me suis efforcé de développer dans mon livre. Donc mon livre Où survivre à l'effondrement est en vente sur Amazon pour 13 ou 14 euros. Et il vous donnera les caractéristiques de différentes destinations possibles. Vous pouvez aussi, si vous êtes tenté par les forêts tropicales, acheter mon manuel du vrai broussard. Alors là, c'est 600 pages, plein d'astuces, des mœurs des animaux, la faune, la flore, etc. C'est un manuel qui fait référence, d'ailleurs, je peux en ordonner. Il fait environ 600 pages et vous permettra de vivre en forêt amazonienne. Mais ne vous y aventurez surtout pas tout seul. Allez-y en groupe. D'ailleurs, quelle que soit votre destination, le groupe, si possible, avec des gens qui maîtrisent plusieurs compétences, la notion de groupe et de cohésion, c'est synonyme de réussite. Si vous partez tout seul, évacuation précoce, des trucs comme ça, calculez bien les caractéristiques de vos destinations, parce que par exemple, si j'ai vécu 10 ans au Québec, je sais très bien qu'il y a une problématique, c'est l'hiver. L'hiver, c'est 7 mois de chauffage, minimum.
c'est l'exigence de faire de la culture rapidement pendant la période estivale et faire des stocks pour passer l'hiver. Mais le fait de lutter contre le froid, il est évident que c'est un problème supplémentaire. Je pose aussi la question du choix. Dans votre nouvelle destination, vous souhaitez être fixe ou mobile? Être fixe, c'est-à-dire se faire une bade, cultiver un lopin de terre, faire de la permaculture, etc., c'est bien. Mais ça présente l'inconvénient de la sédentarité. La situation évolue, vous êtes bloqué sur place. C'est un problème. Mobile. La mobilité, c'est quelque part oublier un petit peu la possibilité de faire de la culture. Il faut vivre sur le terrain, de chasse, de pêche, de piégeage. C'est un choix. Personnellement, j'avais pensé à vivre sur une barge. Il y a beaucoup de gens qui vivent sur des barges, en forêt amazonienne, sur les fleuves amazoniens. Là, c'est immense, ça fait des milliers et des milliers de kilomètres de fleuves. Vous pouvez vous déplacer, vous pouvez pêcher, il y a de la nourriture en quantité. C'est aussi une solution. En Amazonie ou sur un autre fleuve d'un autre pays, ce pas les fleuves qui manquent. Voilà. Il y a tout un paquet de solutions, il suffit de réfléchir, encore une fois, en fonction de vos aptitudes, plus que de vos goûts. Parce que les goûts doivent s'effacer devant les nécessités. On parle d'aptitude, de réponse à une problématique. Vous serez certainement amené à prendre la décision de partir. C'est la décision la plus difficile à prendre. Cette décision dépendra des éléments que j'ai évoqués tout à l'heure. Mais dans le cas d'une situation dégradée, elle aura un tout autre aspect. Là, on ne parle pas de loisirs, on parle de survie de vous et de vos proches. Donc ça marque nécessairement une rupture totale avec votre mode de vie habituel, avec la routine. Il n'y a rien de plus dangereux que la routine. La routine, c'est rassurant, on est bien. Ça, c'est dans les situations normales de vie de tous les jours, en temps d'été. Mais dès que la situation se complique, aïe, celui qui n'est pas préparé, ça va être très très dur. Il convient de se préparer tout de suite. Et le moment est venu de réfléchir, de calculer, de prendre une décision. Moi, c'est fait. J'ai trouvé une destination correcte, on va dire. Mais je vous invite fermement à réfléchir dès à présent et à prendre la décision qui convient. C'est une question de survie de vous, de vos proches. Et celui qui survit 1 heure de plus que son ennemi, il a gagné. La France, qui aurait pu penser il y a seulement 2 ans de ça, que ça allait dégénérer en combat de rue, en répression policière, en dictature plus ou moins dissimulée, le pays des droits de l'homme. Qui aurait pu dire ça? Personne. Bon. Et une crise peut survenir encore beaucoup plus brutalement, ça peut être soudain. Si vous n'êtes pas mentalement préparé, vous faites quoi? C'est bien joli d'avoir une semaine de nourriture à la maison. Ça peut aider, mais c'est pas suffisant. Il faut être prêt dans sa tête, il faut être prêt à partir, à rompre avec toutes les habitudes. C'est ce que je vous propose dans mon livre, où je développe les critères auxquels doivent répondre les destinations choisies en fonction des capacités de chacun et également, évidemment, en fonction des législations, des opportunités qu'offre la destination en question. Donc il est certain que dans les zones à forte densité de population, par exemple en France où il y a à peu près 110 habitants au kilomètre carré,
il y aura forcément une forte densité de pillards. Ça, c'est inéluctable. Comme je le disais, des hordes de citadins affamés, du moins pour ceux qui leur restent un petit peu de carburant pour se déplacer, déferleront sur les campagnes et se livreront au pillage. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de trouver une destination beaucoup plus sécuritaire, à l'abri des pillards. C'est l'objet de mon livre. Chaque destination n'est pas idéale. S'il y en avait une qui était idéale, ça se saurait, tout le monde irait et ça serait très vite l'enfer. Alors dans mon livre, je propose des destinations, mais ces destinations, elles dépendent surtout de vous, de vos aptitudes, de vos compétences, de votre savoir-faire. Comme partout, il est indispensable de préserver un lien social. Il apparaît que plus les groupes sont formés de personnes compétentes et plus ces personnes sont nombreuses, plus vous avez de chances de survie. Non seulement la situation se complique, mais on sent très bien que le chaos est imminent, quoi, que ça peut survenir brutalement du jour au lendemain. Parce que si la dictature s'est installée à petits pas, gentiment, par petites doses, le chaos, lui, ça peut dégénérer d'un seul coup, là, il peut s'installer du jour au lendemain. Donc ça, il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer comment? Dans un premier temps, en faisant un bilan le plus honnête et le plus exhaustif possible de ses capacités personnelles. Ensuite, se dire, vu ce que je sais faire, vu ce que mon groupe, parce que la notion de groupe est capitale, il faut mettre en regard les capacités du groupe, sa cohésion, avec les opportunités qu'offre une autre destination. On peut même s'expatrier, ça c'est pas un problème. Je conseillerais des destinations à faible densité de population, parce qu'en France, avec 110 habitants plus ou moins au kilomètre carré, ça fait un potentiel de pillards assez impressionnant. Donc, faible densité de population et niveau de développement pas vraiment élevé. Parce qu'il y a aussi une question de différentiel. Ce qui pour nous, occidentaux, peut apparaître comme la vie normale, pour des pays peu développés, c'est la richesse inimaginable. Eux, ils vivent déjà pratiquement en situation de crise. Donc le différentiel situation de crise réelle et situation de crise normale sera plus faible. Donc les frustrations qui seront générées seront également plus faibles, avec des risques de violence minorés. Voilà. Donc il faut faire l'inventaire de ses capacités, combien de langues vous parlez, si vous y connaissez en agriculture, en permaculture, en élevage. Bon, dans le groupe, il y aura toujours quelqu'un capable d'assurer ces fonctions-là, également des séquences de formation. En conclusion de cette vidéo, vous trouverez dans mon livre plusieurs pistes, pas mal de conseils, des observations qui vous permettront, et ce sera un avantage pour vous, d'avoir une longueur d'avance sur beaucoup. Voilà. Aux éternels optimistes qui croient en l'arrivée d'un dirigeant providentiel, j'espère qu'ils ont raison. Quant à moi, j'espère me tromper, que nous ne connaîtrons pas les événements graves
se pointe. Et à tous, bonne chance, mais réfléchissez, prenez une décision, prévoyez, même si vous n'avez pas un terrain, une propriété, une base autonome durable, prévoyez déjà à l'avance quelle sera votre réaction, votre comportement quand la situation va se dégrader. Parce qu'à mon avis, elle va se dégrader. Allez, bonne chance les amis.